Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Ça a l'air de fonctionner. Donc, moi, je me présente, je suis Julien Ariana, je suis le directeur général de Vereka, qui est un groupe de promotion immobilière, leader français de la promotion immobilière en pierre de taille massive. On est spécialisé dans le segment du logement, du résidentiel. Et je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour pouvoir vous parler du rapport entre la ville, l'usager, l'architecture et la matière. C'est un petit peu la porte d'entrée que je vous propose d'emprunter aujourd'hui. Euh, en effet, on voit bien qu'aujourd'hui, la difficulté, elle est multiple. Et notre performance en tant qu'acteur de la ville, elle doit également être multiple. Et nos enjeux sont polyprotéiques. On a un premier sujet souvent qui nous remonte de la part des villes, des aménageurs avec lesquels on a la chance de travailler, c'est le problème de l'éducation. Est-ce qu'on a suffisamment de classes dans les villes? Est-ce qu'on disposera de places en crèche pour les enfants? On parle aussi souvent de la proximité des commerces, on parle de la ville du quart d'heure, donc c'est vrai que dès lors on est dans des villes denses, on est toujours très content d'avoir des commerces pas très loin de chez soi. On parle aussi de la desserte des transports, le maillage des transports au sein d'une ville. Ça nous amène naturellement à la question de la mobilité douce, le transport multimodal, comment décarboner les façons de se mouvoir à l'intérieur d'une ville. On doit aussi retravailler sur la question de la renaturation au sein des villes, reconnecter l'homme à la nature. C'est aussi un thème qui tient très à cœur aux familles, aux flâneurs, aux passants des différentes villes. Et puis, on a cette question de l'architecture, une architecture citoyenne qui, sans qu'on s'en rende vraiment compte, permet d'apaiser les esprits et générer comme ça ce que l'on appelle communément le bien-être. Et enfin, le sujet qui, à mon sens, est peut-être le plus urgent aujourd'hui, est la question de l'écologie, du climat. En tant que promoteur bâtisseur, notre rôle est de varier nos modes constructifs et naturellement s'orienter sur une réduction de notre empreinte carbone, de rendre notre impact à l'intérieur d'une ville beaucoup plus vertueux que ce qu'elle pourrait être sur des modes constructifs traditionnels qui ne tiennent pas compte des enjeux contemporains. Alors en fait, tous ces enjeux mis bout à bout nous amènent à parler plutôt de la question de l'aménagement du territoire, l'aménagement de la ville, l'aménagement de la ruelle. On est vraiment dans ce prisme plutôt avec une vue du dessus. Et c'est cette analyse à plusieurs échelles qui nous est paru intéressant d'analyser, parce que la vraie question, c'est finalement comment façonner nos villes, si on part d'une ville désirable, une ville qui acceptera la densité, comment façonner notre ville par le prisme de l'architecture, du service, de la matière, pour qu'on y prenne à nouveau plaisir à y vivre. On peut aussi s'interroger sur la façon dont on sera amené à anticiper les usages de demain pour éviter la démolition des bâtiments, la reconstruction neuve. Donc c'est vraiment travailler sur l'évolutivité des trames de nos bâtiments, des façades, en fonction des différents usages. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation de bureaux en logement, mais la même question peut se poser dans 20 ans sur comment transformer un logement en résidence étudiante, en EHPAD, en résidence gérée, que sais-je. En tout cas, c'est vraiment travailler sur l'évolutivité du bâti. Et puis enfin, comment apporter des réponses concrètes face à l'urgence climatique sur laquelle on est tous euh, plutôt convaincus quand on voit la sécheresse, quand on voit les étés caniculaires en plein mois de juin, on comprend que quelque chose d'anormal est en train de se passer. Donc finalement, tous ces enjeux nous amènent à nourrir une réelle conviction, celui de l'intérêt général. On considère qu'une entreprise ne saurait être durablement pérenne si le monde dans lequel on vit n'est lui-même pas pérenne. Donc la question, elle est vraiment sur cette thématique de l'intérêt général. Et nous, en notre qualité de promoteur, en notre qualité de bâtisseur, naturellement, on s'est posé la question de comment être utile, comment servir cet intérêt général. Eh bien, la, la façon dont on y parvient, c'est construire avec soin, avec rigueur, avec qualité, pour des hommes, des femmes, des familles qui, à terme, occuperont ces futurs lieux de vie. Et donc, c'est avec cet engagement chevillé au corps que depuis nous 32 ans, on utilise la même matière tous les jours dans chacun de nos programmes. Et vous l'aurez compris, je parle là de la pierre de taille massive. Donc je vais peut-être vous présenter, après cette courte introduction, qui nous sommes. Donc le groupe Verrecchia, donc on existe depuis 32 ans. Cette entreprise a été créée par Marc Verrecchia, qui est toujours en activité, qui est jeune puisqu'il a 55 ans seulement, donc encore beaucoup d'énergie. Et le modèle économique tourne vraiment sur la mise en œuvre, l'emploi de la pierre de taille massive dans chacune de nos opérations. Euh, on est devenu une entreprise à mission en 2021, l'idée étant d'ajouter ces engagements sociétaux, environnementaux dans nos statuts et dans notre fonctionnement quotidien. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça nous a emmené par la suite à mettre en place un fonds de dotation, dont on reviendra tout à l'heure sur le fonctionnement et la vocation de ce fonds de dotation, et aussi un laboratoire vivant du bas carbone qui s'appelle la façonnerie et qui nous aide à anticiper les enjeux de la réglementation environnementale 2020, sur laquelle on travaille depuis 2 ou 3 ans maintenant, et qui nous permet aujourd'hui de livrer des immeubles, de déposer des permis avec des objets architecturaux qui sont déjà sur de la RE 2020 avec des seuils 2031. On est vraiment
en avance sur les exigences environnementales. Notre raison d'être, elle est la suivante, hein, elle est notée ici, bâtir en pierre de taille et lui allier d'autres matériaux naturels pour la préservation de la planète, le raffinement architectural et le bien-être des générations futures. En fait, on a aussi compris que la pierre ne pouvait pas répondre à toutes les problématiques économiques, parce qu'aujourd'hui, je crois que les personnes qui sont intervenues précédemment en ont bien parlé, il y a un coût quand même à cette ressource naturelle, qu'elle soit locale ou pas, mais elle coûtera nécessairement. Aujourd'hui, on est beaucoup plus tourné depuis 3 ans sur l'alliance des matériaux naturels. Comment allier le biosourcé au géosourcé pour apporter aux villes, aux usagers, des solutions bas carbone. On est là-dedans et on va illustrer ce propos tout à l'heure avec des exemples d'opérations livrées. Verica, aujourd'hui, c'est 100 collaborateurs. On est implanté en Ile-de-France, Nice et Bordeaux. On a livré peu ou prou une quarantaine de résidences, 2500 logements, toujours en pierre de taille massive. Donc 32 ans d'expérience, je vous l'ai dit, et puis des objectifs d'intégrer dans chacune de nos opérations de façon graduelle 50% de matériaux biosourcés et géosourcés. Bon, la pierre de taille, vous le savez mieux que moi, très certainement, mais en tout cas, depuis, je dirais, 5 ans, on a été amené par différentes villes, aménageurs et autres, à arriver à expliciter scientifiquement quelles étaient les caractéristiques carbone énergétiques de cette pierre. Puisque, en réalité, énormément de données étaient empiriques. On savait que rentrer dans un bâtiment haussmannien, naturellement, il faisait plus frais. On savait qu'on retrouve peu d'échafaudage pour des opérations d'entretien sur un immeuble en pierre de taille. Mais il fallait arriver à le prouver quand on sait que d'autres filières, telles que le bois, arrivent à quantifier au kilogramme près les émissions de CO2 qui ont été émises. Alors, on a travaillé avec Didier Palix, que je vois ici, et le CTMNC, qui nous ont vraiment accompagnés dans l'élaboration de notre FDES, donc fiche de déclaration environnementale, qui nous permet aujourd'hui, avec la pierre de taille que l'on utilise, d'évaluer son impact carbone, ce qui est plutôt de bon augure au regard de la RE 2020, qui demande à intégrer dans chacun de nos permis de construire le poids carbone de nos constructions et le poids carbone indirectement de chacun des matériaux de cette même construction. Donc aujourd'hui, à 24 kg d'équivalent CO2, on est capable d'affirmer clairement le poids carbone de notre pierre, même si j'aime pas beaucoup comparer les matériaux entre eux, mais ça vous donne un rapport d'échelle. Le béton, lui, est à 90 kg d'équivalent CO2 sur une unité fonctionnelle. Ensuite, ce sur quoi nous avons également travaillé avec le CTMNC, c'est le côté énergétique, la résistance thermique, le lambda, pour là aussi mettre en avant le confort d'été que pouvait apporter une pierre de taille massive positionnée en façade, qui viendra compléter nécessairement une conception bioclimatique, donc un bâtiment qui sera bien orienté, qui privilégiera la ventilation naturelle, des logements traversants quand c'est possible. Donc tout ça couplé apportera du confort d'été, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est évalué dans la RE 2020 sur le degré heure. Ensuite, on a aussi beaucoup travaillé sur la pérennité. Aujourd'hui, on a des bâtiments qui ont été livrés depuis plus de 22 ans, qui n'ont jamais fait l'objet de ravalement. Et en effet, aujourd'hui, la problématique des copropriétés, c'est comment est-ce que je vais entretenir mon immeuble au bout de 5 ans, au bout de 6 ans. Et c'est vrai qu'on a souvent des discussions avec les villes en disant bon, ben, Julien, enlevez-moi un étage parce que ça me paraît trop dense. Un bâtiment qui est en béton, on pourra lui enlever un étage, même 2 étages, faire un porche traversant sur 2 niveaux, il n'y a pas de problème. Mais quand on parle de qualité architecturale, quand on parle de construction bas carbone, il faut aussi qu'on ait un petit peu de densité pour aussi amortir au mieux le coût de la construction. Et on y viendra avec, depuis 1 an maintenant, des coûts qui ont tendance à augmenter, un marché de la vente avec les acquéreurs qui tend aussi à se contracter. Donc on sera très vigilant par rapport à ça. Et sur la question de l'inertie, j'y reviens 2 secondes, on est sur un déphasage thermique de 9 heures en réalité, quand le béton est sur un différentiel de 5 heures. Et le bois n'a pas d'inertie, et c'est relativement aujourd'hui répandu. Sur les opérations de transformation, alors là aussi, nous on travaille énormément avec une carrière donc à Nogent-sur-Oise, une carrière à ciel ouvert. Donc les opérations de carrière sous galerie sont clairement différentes. Et là, chez Émeric de la carrière de Moyen qui est là, qui lui a cette parfaite connaissance-là. Donc là, je vous ai simplement relaté quelques étapes, sans aller dans le détail, mais entre l'extraction primaire avec une haveuse qui viendra couper à la perpendiculaire le sol, on viendra l'enlever, l'arracher du sol avec un engin hydraulique. Donc là, on a vraiment l'extraction, la transformation primaire. Notre avantage aussi, et c'est aussi la raison pour laquelle on est peu émissif en carbone, c'est qu'on vient transformer la matière au même endroit que là où on l'a extraite. Donc en un trait de scie, finalement, on passe relativement rapidement d'une matière brute à une matière finie. Comme on privilégie le localisme, on n'est jamais à plus d'1 heure, 1 heure et demie de nos chantiers en Ile-de-France. On les assemble en filière sèche, donc peu de consommation d'eau. On est aussi sur un chantier à faible nuisance, parce que la problématique aujourd'hui de l'Île-de-France, c'est que l'on construit bien souvent en milieu dense, en milieu occupé,
avec, on sent une certaine vigilance des avoisinants sur les nuisances que peuvent générer les chantiers. Donc la pierre de taille et sa fabrication hors site permet de limiter aussi les nuisances acoustiques. Et ensuite, la finition avec un ravalement au chemin de fer qui viendra apporter la pérennité d'une trentaine d'années à nos façades. Voilà un peu pour les étapes structurantes. Euh, J'ajouterai peut-être un petit mot avant de démarrer la transformation, on a tout ce qui relève du calpinage. Alors nous, on a la particularité chez Vereka d'avoir de l'ingénierie embarquée, c'est-à-dire qu'en interne, on calpine nous-mêmes nos différentes façades avec nos architectes, donc qui travaillent sur une façon de concevoir l'immeuble avec un cahier des charges qu'on leur remet pour qu'on puisse gérer les trames, les portées, les trumeaux, les différentes dimensions. Et ensuite, nous-mêmes en interne, on arrive à travailler sur les modules. On a des rythmes de façade avec des hauteurs d'assises de 50, 60, et puis on règle au niveau du linteau la hauteur de la dernière rangée de pierres. Et tout ça, on le maîtrise en interne. Donc ça évite aussi de générer une mauvaise consommation de la ressource. Et en fait, pour répondre aussi aux enjeux de l'innovation constructive, on en parlait tout à l'heure, et faire face à la question de l'urgence climatique, il nous est apparu utile, il y a quelques temps maintenant, de créer cette façonnerie pour accélérer notre niveau de connaissance sur d'autres filières. On pense avoir une connaissance plus ou moins bonne de la filière pierre, eh bien, il fallait qu'on fasse le même effort sur la paille, sur le chanvre, sur le bois et bien d'autres filières naturelles. L'idée aujourd'hui de l'entreprise, c'est de devenir un expert de la construction mixte écologique, être aussi performant quand il s'agira d'une construction bois, une construction en paille, en chanvre, mais en tout cas avoir une très bonne connaissance, et aussi se dire comment trouver le bon isolant intérieur à associer avec de la pierre de taille en façade. C'est exactement le travail de cette façonnerie, et Rémi, qui est là, avec qui on a travaillé sur une opération, nous a permis d'aller visiter un paysan qui, lui, va nous fournir du chanvre, et c'est tout le travail de cette façonnerie. C'est grâce à cette façonnerie, aujourd'hui, que, par exemple, à Massy-Palaiseau, on a une opération de logement qui fait 65 logements, où on a pu mêler des façades, donc 4 façades en pierre de taille massive de 23 cm. On a adjoint un isolant intérieur biosourcé, de mémoire, c'est de la fibre de bois. On a un plancher mixte bois-béton, et sur des logements duplex, on est c'est du R+1, on est avec de la pierre ponce. Donc c'est un principe aussi constructif qui est intéressant. La pierre ponce, elle est légère. On a des rendements de pose qui sont intéressants. 5 mètres carrés par jour pour du parpaing, là on en est à 15. Et il y a surtout un confort hygrothermique qui est exemplaire. Et avec cette opération et cette mixité constructive, on arrive sur un seuil 2031 de la RE 2020. Et vraiment sans faire énormément d'efforts. Et sur des coûts qui sont maîtrisés dans un bilan d'opérateurs comme Vereka. Et bien tout ce travail-là a été rendu possible par cette entité interne, un esprit qui est plus agile, qui rencontre des concepteurs, des producteurs, des fabricants. Et l'idée pour nous, c'est dans chacune des opérations que l'on a en cours, d'expérimenter dans un logement différents tests, tant sur le gros œuvre que sur les corps d'État secondaires, et enfin les instrumenter pour que, après la livraison, l'occupant occupe son logement. Souvent, on essaie de proposer un collaborateur Vereka pour que nous, on puisse enfin récupérer de la donnée. Comment travaille l'hygrothermie, l'inertie, la consommation énergétique, c'est tout ce qu'on va pouvoir en tirer comme données, parce que le logement sera occupé, on ne va pas être dans une simulation de laboratoire, ce qui est très intéressant. Et l'objectif ultime, c'est de se dire, OK, on a compris telle et telle chose de la construction, et bien on est capable de le répliquer à échelle 1, une échelle plus importante. Et aujourd'hui, dans la politique de l'entreprise, c'est de se projeter en 2022, donc maintenant sur des seuils 2025 de la RE 2020, en 2025 sur des seuils 2028, et enfin 2028 sur des seuils 2031. Et c'est sur cette démarche d'anticipation qu'on s'inscrit, et quand on peut faire mieux, évidemment, on ne se prive pas. Aussi, on parlait du fonds de dotation Vereka. En fait, on a considéré que il y a 2 ans, il y avait une vraie déconnexion entre l'esprit, l'intellect, le cognitif et les mains. Et le fonds de dotation vise à aujourd'hui ramener des jeunes qui sont peut-être déscolarisés ou qui n'ont pas forcément une vocation professionnelle très claire, à donner plus de sens au métier de la taille de pierre, tout ce qui relève de cette ressource naturelle qu'est la pierre de taille. Alors on a différentes actions qui sont entretenues depuis 2 ans, souvent des résidences d'artistes. On en a fait une à Aulnay-sous-Bois, actuellement on en a une autre au Château de la Mai à Versailles. L'idée, c'est de sélectionner un panel d'artistes, entre 2 et une dizaine d'artistes, nouer des partenariats avec les écoles élémentaires, les collèges qui sont pas très loin de la résidence d'artistes, travailler également avec les villes pour ensemble élaborer un projet artistique et culturel qui véhiculera les valeurs que porte la pierre de taille, que porte l'artisanat, que porte le mécénat. Et ça aussi, c'est un moyen d'évangéliser
la signification, le sens que peut revêtir la pierre de taille. On travaille bien évidemment avec les Compagnons du Devoir, on travaille avec l'École nationale d'architecture de Versailles, avec le fonds de dotation, on est le partenaire aussi de la Biennale de l'architecture et du paysage, qui se tient actuellement à Versailles. Voilà, concrètement, on voulait vous présenter quelques-unes de nos références. Ici, c'est une opération qui a été livrée à Rosny-sous-Bois. En fait, souvent, ce qu'on nous prétexte, c'est la pierre, elle coûte trop cher. Moi, je suis dans le 93, j'aurais jamais les moyens de m'offrir un habitat en pierre de taille massive. Et en fait, beaucoup de nos références depuis 30 ans sont notamment basées en Seine-Saint-Denis, là où on vend à 4 000, 4 500 euros. Et pour autant, nos immeubles sont faits de pierre de taille. Donc, la preuve par l'expérience que c'est possible, on le démontre quotidiennement avec la volonté de démocratiser la qualité pour tous. Et cette opération, la Villa Garnier, qui est basée à Rosny-sous-Bois, elle a été livrée en 2021. Elle développe 171 logements, 4 commerces en pied d'immeuble, qui a été réalisé par Pierre et Cédric Vigneron. En fait, on est sur 3 pans de rue différents et on a voulu donner des tonalités architecturales complémentaires, donc avec une façade en pierre, une façade en brique, une façade plutôt d'écriture contemporaine, tout en vivant dans le même îlot, en partageant les mêmes cages, les mêmes halls, etc. Mais on n'a pas forcément l'impression d'être dans le même lieu de vie. Et là, vous retrouvez une façade où on a plutôt privilégié des retombées zinc anthracite, des garde-corps qui tranchent, et puis de la brique en façade, avec toujours du soin apporté au traitement des pignons. Comme on le revoit ici, c'est un petit peu le fléau des villes d'avoir des pignons aveugles qui viennent plutôt appauvrir le paysage urbain. Une autre opération qui nous est apparue intéressante, toujours à Rosny-sous-Bois, livrée en 2019 par Elbod Architecture. On est sur 53 logements en accession à la propriété, des règles d'urbanisme, un PLU qui est relativement contraint avec des règles de retrait et de gabarit qui nous amènent à une écriture en épanelage. On a transformé cette contrainte pour redonner plutôt des grandes terrasses qu'on retrouve par exemple ici, ou on retrouve ici sur le front de rue. On a voulu à chaque fois soutenir les encadrements de baies avec des appuis en zinc. On a été vigilant aussi au travail des garde-corps. Et on retrouve ce travail autour de la pierre avec ce clavetage en encadrement des menuiseries, et tout est toujours couvert. Tous nos acrotères sont couverts, tous les débords de façade sont couverts pour que justement nos immeubles puissent traverser l'épreuve du temps tranquillement sans générer de coulures malvenues. C'est le même immeuble, une vue un peu différente. On change de ville, on est dans le 94 au Péreux. C'est une opération qui a été livrée en 2020. Elle a développé 95 logements en accession à la propriété, 47 logements sociaux par Bruno Storé. Donc, vous voyez, la mixité programmatique de vivre ensemble, on le retrouve notamment dans une opération comme celle-ci, où on peut vivre indistinctement en étant dans du social que dans de l'accession à la propriété. On a été, vous voyez, c'est une architecture qui est qui a de la personnalité, qui développe des grandes terrasses, des balcons. Chez Vereka, chacun des logements développe une surface annexe. Et ça, c'est vrai bien avant le Covid. Alors là, c'est un peu ce qu'on considère comme étant un peu le flagship Vereka. C'est une opération qui a été faite par Vincent Lavergne et WOA, qui compte pas loin de 250, 280 logements. Donc là, qui est fait d'une mixité aussi qui est relativement intéressante avec du locatif social, des commerces, un local communal, 267 places de parking enterrées, donc en sous-sol. Et cette opération, c'est vraiment une illustration de la mixité constructive, puisqu'on retrouve sur cette même image de la pierre de taille massive et puis du bois en second plan. Et on a joué beaucoup sur la skyline, on est venu jouer sur du plein, du vide, pour éviter aussi l'écueil qu'on peut souvent entendre de la pierre, avec une certaine monotonie, un côté monolithique qui peut donner une architecture qui est relativement difficile et raide en termes d'accroche urbaine et d'intégration architecturale. Là, le travail de l'architecte a été très intéressant en créant des décalages et en jouant sur les volumes. On est venu comme ça implanter cet immeuble en R+12 en pierre de taille à Rosny-sous-Bois. Alors celle-ci, c'est notre opération qui est en cours de commercialisation à Massy. On l'a travaillé avec Stéphane Fernandez, 60 logements, 2 commerces, un local commun partagé, et puis un parking enterré. Ce qui est très intéressant ici, c'est le travail, et là on change aussi, on est dans pas qu'une transition écologique et énergétique, mais aussi une transition architecturale, puisqu'on migre de plus en plus aussi sur des écritures contemporaines et modernes, pour vraiment démontrer la transversalité qu'il est possible de faire tout en étant en pierre de taille massive. Et là, on retrouve une écriture soutenue au niveau des bandeaux, au niveau des appuis de fenêtres, de l'encadrement des baies, mais toujours dans de la sobriété. Et
là, on est dans une ZAC, hein, une zone d'aménagement concerté. On est le dernier puzzle de cette ZAC. C'est un ancien site Air France qui est densément végétalisé. Et le cahier des charges, notamment, venait exiger de grandes performances écologiques et environnementales. Et là, sur le permis qu'on a déposé, on outrepasse même ces ambitions écologiques. Là, vous retrouvez une vue plutôt de face avec les failles justement qui ont été créées. Et ce sont ces bâtiments qui sont là, ce sont des duplex qui, eux, seront réalisés en pierre ponce. Ici, c'est un ouvrage récemment remporté à Nanterre avec Baucher de la Bouverie. On développe ici 70 logements avec parking à rez-de-chaussée et autrement de la pierre de taille en superstructure. On a travaillé le couronnement avec des cannelures verticales pour un regard vers le ciel et un élancement un peu différent, avec un rythme sur les menuiseries extérieures. Donc voilà, une réalisation qui sera intéressante à suivre en pierre de taille massive, en isolation biosourcée. Je crois que c'est terminé en fait. Ouais, je crois que c'est la fin, hein. Ah non, j'ai encore ça. Ah oui, ok. Peut-être une dernière image aussi de ce vers quoi on souhaite partir sur l'alliance des matériaux. Là, on est dans une ville du 95, à Montigny-les-Cormeilles. Voilà, je sens que ça va bugger là. Mm. On va revenir. Le temps que l'image arrive. On est à Montigny-les-Cormeilles. C'est un concours qu'on a rendu très récemment, il y a moins d'un mois de cela, qui lui privilégie donc la pierre de taille massive. On construira en briques pleines et en ossature bois également. Donc c'est bon, on la verra jamais. Si elle est là, super. Donc on est dans différentes tonalités architecturales puisque finalement l'image qui est tout en haut, vous voyez l'immeuble du fond, une double peau bioclimatique vraiment pour favoriser le confort avec de la pierre de taille massive. Et puis les bâtiments qui sont là perpendiculaires sont plutôt en briques pleines et viennent se raccrocher sur un immeuble qui fera l'angle, lui en pierre de taille avec plutôt des loggias qui viennent soutenir les angles. Alors que les deux images qui sont en bas, on retrouve à droite plutôt des gabarits assez ramassés, petite hauteur, et ici un ensemble collectif qui va mêler de la pierre de taille et puis un enduit à la chaux sur le bâtiment le plus culminant. Et là aussi, on est sur des ambitions environnementales et énergétiques qui sont ambitieuses. Et là-dessus, on a travaillé avec Fresh Architecture et RNDM, puisque de beaux logements font de belles façades. On est aussi attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nos immeubles. Et là, vous voyez, typiquement, ce sont des halls d'immeubles que l'on travaille avec nos architectes. En haut à gauche, on est à Rueil-Malmaison, et puis à droite et en dessous, on est à Rosny-sous-Bois. Donc finalement, quelle que soit la ville, notre niveau d'exigence dans les prestations est identique. Et enfin, quand on parle de logement, c'est intéressant de montrer cette qualité d'usage à l'intérieur du logement, où on privilégie des grandes baies vitrées, toujours des allèges de faible hauteur pour favoriser la pénétration de la lumière naturelle, et puis des balcons pour prolonger les espaces de vie à l'extérieur du logement. Voilà. Vous croyez avoir terminé? Je pense avoir terminé. Merci. Merci. Merci pour ce témoignage de votre groupe et puis de tous ces exemples de réalisation. Cette ambition du local, parce qu'on en parlait par rapport donc, à cette grande région parisienne, l'approvisionnement calcaire, pas de soucis, des soucis, tout se passe bien C'est toujours. En fait, le maître mot, c'est la planification, finalement. Quand il s'agit de pierre de taille, c'est à quel moment et au plus tôt on peut travailler main dans la main avec nos carrières pour anticiper. On a une opération, par exemple, avec Carrière de Noyant, à Clamart, Panorama, 700 logements, pierre de taille massive. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais il y a plus de 20 000 mètres carrés de façade tout en pierre de taille sur une écriture résolument classique, donc avec beaucoup de bandeaux, beaucoup d'ornements, du cintrage, beaucoup d'entailles. Et ça fait, enfin, je ne sais pas combien de temps, mais ça doit faire plus d'un an et demi qu'on travaille, hein, au moins. Ouais. Un an et demi de travail en amont, avant même d'avoir déposé des permis, etc. Au moins, ne serait-ce que pour sourcer les carrières en Ile-de-France, qui, les unes avec les autres, pourront assurer l'approvisionnement en temps et en heure de la pierre en chantier, parce qu'autrement, le maire ne sera pas très content si on prend du retard et l'aménageur non plus. Donc il y a un gros travail d'échange et de discussion avec les carrières pour anticiper au mieux nos besoins. Et la RE 2020 poussera encore plus de monde à s'orienter vers la pierre de taille massive, puisqu'on se rend compte que quand elle est bien,
quand elle est correctement utilisée, elle a des vertus aussi dans l'empreinte carbone de nos opérations. Donc, et parallèlement à ça, on a aussi le phénomène constaté du renchérissement du bois, la difficulté à s'approvisionner en bois. Et finalement, la pierre apparaît un peu comme un matériau d'avenir parce qu'elle est sous nos pieds, parce qu'elle a un coût qui est connu, qu'elle est moins sujette aussi à l'effet d'inflation. Et donc tout ça aussi fait que la pierre est très en vue. Merci pour cette réponse bien complète. D'autres questions dans la salle? C'est que l'exposé a été clair. C'est exactement ce que j'allais dire. Ah, peut-être pas si clair que ça en fait. Là? Ouais, c'est bon, ok, merci. Donc, je m'appelle Guillaume. Je voulais savoir, par rapport au système constructif, comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous êtes en structure béton? Est-ce que vous êtes en façade en pierre porteuse? Enfin, comment est-ce que ça fonctionne, quoi? Tout à fait. On est en façade structurelle, porteuse pierre massive, donc 23 cm de pierre en façade. Jusqu'à il y a peu de temps, on était en effet sur des noyaux béton pour rigidifier l'immeuble et on était sur une structure porteuse en béton à l'intérieur de l'immeuble. Mais aujourd'hui, on travaille sur d'autres procédés constructifs. On nourrit l'espoir de pouvoir laisser la pierre apparente à l'intérieur du bâti, dans les parties communes, par exemple, ou encore dans le logement, puisque quand on est en façade, on est obligé de créer un doublage et on ne voit plus forcément, on ressent plus la matière à l'intérieur de son logement. Donc on est aussi en train d'avoir beaucoup d'ingénierie et d'innovation sur la façon de mettre du béton là où il est nécessaire dans un immeuble. Et donc on est parti de la façade et puis là on vient davantage à l'intérieur de la structure de l'immeuble. C'est bon? Oui. Et du coup, sur les planchers, vous êtes en plancher béton, c'est ça? Non, alors il est un peu trop tôt pour en parler, mais on aimerait bien pousser davantage, en tout cas concrétiser des choses autour du bois, plancher bois par exemple. Certaines difficultés se posent sur la sécurité incendie avec la doctrine des pompiers de l'année dernière. On a des difficultés sur le C+D quand il est mis en façade, mais en tout cas, il y a beaucoup d'études sur la façon d'intégrer du bois et d'allier bois et pierre. Ça pourrait être une hybridation relativement intéressante sur le confort et sur le carbone. Merci. Oui, bonjour, Vincent Langui, architecte. J'ai une question sur vos coûts de construction. C'est tout? C'est la seule question? Le coût de construction, oui, il est à combien? Si c'est pas... Écoutez, aujourd'hui, dans un bilan classique, on est sur... Alors, tout dépend de l'architecture, mais je vais répondre. Tout dépend de l'architecture. On est sur une écriture contemporaine, donc moins de détails, évidemment. On est sur une écriture comme Clamart, avec énormément de bandeaux, de travail de façonnerie. C'est autre chose. Mais on est globalement ça peut être entre 1700 et 2000, 2200 euros, en fonction de la complexité architecturale. En fonction de la hauteur, en fonction des contraintes de site. Coût actuel? Coût actuel, rendu par mètre carré de surface habitable. Ouais. Mais ça augmente. Enfin, on est évidemment, au moment où on se parle, à 15h35, c'est ça. Ça tient. Eh bien, une nouvelle. Merci Merci à tous pour cette pour l'attention. présentation rythmée.